Madame la défenseure des droits, chère Claire Hédon, j'ai beaucoup de plaisir et d'intérêt à entendre votre discours. Mesdames et messieurs les professeurs, chère Sophie Géel, chère Valérie Nazeladine, mesdames, messieurs, donc, tout comme la défenseure des droits, je suis particulièrement heureuse de participer à l'ouverture des travaux de ces premières journées d'études consacrées aux industries du numérique et les jeunes, qui porteront sur un sujet particulièrement cher à la CNIL, celui de la vie numérique des mineurs et la protection de leur vie privée. À cet égard, l'intitulé du sujet abordé aujourd'hui résume particulièrement bien les problématiques auxquelles il renvoie, c'est-à-dire les enjeux et les paradoxes de la protection de la vie privée des jeunes à l'heure de la plateformisation. Le programme de la journée propose plusieurs explications à ce comportement, la responsabilité de l'usager, mais encore faut-il que ce dernier soit en capacité de comprendre les enjeux relatifs à la gestion de ces données dans le très court laps de temps qui précède le clic, en quelque sorte. La stratégie des marques et la responsabilité des influenceurs, dont un des objectifs est de recueillir des données personnelles pour les exploiter commercialement. Les inégalités sociales et de genre, que vient d'évoquer Claire Hédon, de nouvelles formes de discrimination donc, émergent, notamment celle de l'électronisme, de même que de nouvelles formes de violence, on vient d'en parler aussi comme le cyberharcèlement, et le développement tardif des programmes d'éducation, et plus largement de la formation au numérique, dans le cadre desquels la protection des données ne constitue parfois qu'une des thématiques parmi d'autres. Les travaux menés dans le cadre de ces journées d'études sont nécessaires et utiles pour l'avenir parce qu'ils permettent de recenser les difficultés, d'en offrir une meilleure compréhension et, ce faisant, d'essayer d'identifier des solutions qui pourront permettre de développer une meilleure protection des mineurs en ligne. Alors, à cet égard, la CNIL entend jouer tout son rôle aux côtés des professionnels de la communauté éducative pour accompagner les jeunes et les parents et favoriser la mise en place d'un environnement numérique plus respectueux de l'intérêt de l'enfant. Parce qu'en effet, les écueils présents dans l'univers numérique auxquels les individus doivent faire face sont aussi nombreux que les avantages qu'il offre. Il faut aussi parler des opportunités, parce qu'il y a des opportunités pour les jeunes en matière d'éducation, de loisirs, de développement de leurs relations qui sont offertes par le numérique. Mais c'est vrai que la présence en ligne, notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes de jeu, s'accompagne en fait, souvent inconsciemment, d'une collecte massive d'informations sur les préférences, l'identité ou encore les habitudes de vie. La réutilisation et le partage de ces données personnelles peut avoir des répercussions graves sur leur intimité, leur vie familiale, leur parcours scolaire, leur avenir socio-professionnel, voire générer des risques de discrimination et d'exclusion. Je pense un peu confuse de parler de ça. Il y a les plus grands spécialistes du sujet que de moi. Donc, il y a des pratiques malveillantes qui se diffusent, telles que le doxing, avec 2 S, c'est dire l'importance du sujet, qui consiste à traquer les informations relatives à la vie privée d'une personne et à les afficher publiquement sur Internet afin de les nuire. C'est vraiment l'intention. Et tout ceci se répand. À ceci s'ajoute un grand nombre d'autres risques cyber contre lesquels la CNIL essaie de lutter quotidiennement en faisant en sorte que les organismes prennent des mesures pour assurer la protection des données, mais aussi en diffusant des contenus pédagogiques. Je pense, en tout cas pour les risques, au malware, au ransomware, au phishing ou à l'usurpation d'identité. Dans le même temps, l'utilisation d'un smartphone est de plus en plus précoce et donc ça met les jeunes en contact avec la vie numérique dans une période de leur vie qui est caractérisée en partie, il ne faut pas généraliser, par un certain manque d'anticipation, la recherche d'une gratification immédiate, la volonté parfois de transgresser pour s'affranchir de la tutelle des adultes, afin de construire leur propre identité. Donc c'est la combinaison en fait de ces différents facteurs qui doit nous inciter en tout cas à développer les bons comportements, et l'expérience montre que les conseils de la sphère parentale ou éducative peuvent être aussi contre-productifs pour les jeunes qui ont besoin de se faire leur propre opinion, et il peut être parfois plus efficace pour eux de découvrir par eux-mêmes ce qu'il en est et d'adopter les bons réflexes. Vous, par exemple, avec vos jeunes ambassadeurs du droit, c'est vrai qu'avoir des jeunes qui parlent aux jeunes ou des un peu moins jeunes qui parlent à des plus jeunes, c'est certainement un très bon vecteur de diffusion des bonnes pratiques. Donc, toute la difficulté, en tout cas pour nous à la CNIL et pour nous tous certainement, c'est la recherche d'un équilibre en fait entre accompagnement et autonomie. Et je pense que c'est un enjeu du processus éducatif. Donc,
Parallèlement au développement des outils et de la mise en place d'une politique pédagogique volontariste, il faut également que les législations mises en place pour protéger les usagers, y compris les jeunes, donnent leur plein effet. À cet égard, le règlement général sur la protection des données, on appelle le RGPD, qui est entré en vigueur il y a 4 ans, a largement modifié le paysage juridique en introduisant pour la première fois dans le droit européen une série de mesures de protection des mineurs qui, complétées par la loi informatique et liberté, conduisent à reconnaître de nouveaux droits. Alors, le droit à une information adaptée à leur compréhension, tant sur les traitements de données qu'ils utilisent que sur les droits. Le droit à un effacement accéléré et sur simple demande des données qui les concernent. Pour les traitements de données des services qui reposent sur leur consentement, la reconnaissance de leur capacité à consentir à partir de 15 ans, parce qu'avant, c'est le consentement de l'autorité parentale qui est requis. La mise en place d'une vigilance renforcée à l'égard des traitements de profilage et des traitements justifiés par les intérêts légitimes du responsable de traitement lorsque les mineurs sont susceptibles d'être concernés par le traitement. Donc, il faut aussi souligner que je pense que la réussite de l'enjeu qui réunit aujourd'hui, elle ne peut pas être juste individuelle, chacun creusant son sillon. Il faut vraiment cumuler les initiatives. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur le plan international. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par les travaux du Comité européen de la protection des données. C'est un comité qui réunit l'ensemble des pays européens très très régulièrement, en vue notamment d'adopter des lignes directrices sur ce sujet en 2023. Les travaux du réseau européen des défenseurs des enfants ou encore les actions de l'UNICEF ou de l'OCDE. En parallèle, il y a plusieurs de nos homologues d'autorités de protection des données qui ont fait de ce sujet une priorité. Il y a le code de l'âge de l'ICO, notre homologue britannique, adopté en septembre 2020, ou 14 principes fondamentaux pour une approche du traitement des données centrée sur l'enfant de la DPC irlandaise. Donc, comme ces homologues, la CNIL s'investit depuis longtemps dans la protection des données des mineurs, et encore plus, comme je vous l'ai dit, depuis l'entrée en application du RGPD. Et en 2020, on a conduit une réflexion d'ensemble sur la protection des mineurs en ligne. On a procédé à une consultation publique qui a rencontré, me permet de le dire, c'est un peu modeste, en tout cas un certain succès, qui a eu plus de 700 contributions. On a effectué un sondage auprès des jeunes afin de mieux connaître leurs pratiques numériques et la perception qu'en ont leurs parents, peut-être même leurs grands-parents aussi, en organisant une série d'ateliers avec les mineurs afin de recueillir leur perception de la vie privée et construire avec eux des interfaces et des modalités d'information qu'ils comprennent et qui respectent leurs droits. Et puis, on a réalisé un travail d'analyse juridique approfondie sur ce sujet qui est un peu complexe. Donc, à l'issue de ces travaux, la CNIL a adopté, il y a juste un an, en fait, en juin 2021, 8 recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne. On a essayé de rechercher cet équilibre afin que les mineurs bénéficient d'un environnement numérique qui réponde à leurs besoins de protection tout en ne négligeant pas leur désir d'autonomie. On a essayé de prendre en compte les âges variés, parce que ça c'est aussi une des difficultés du sujet, la diversité des pratiques et du niveau de maturité des mineurs, ainsi que le caractère évolutif de leur capacité de discernement et de compréhension. Ces 8 recommandations s'articulent autour de 3 axes forts. Pour les mineurs, j'ai déjà parlé de l'équilibre à rechercher entre l'autonomie et leurs droits. Pour les parents et les éducateurs, pour affirmer leur rôle fondamental d'accompagnement. Et pour les fournisseurs de services en ligne, il faut leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont à l'égard des mineurs lorsqu'ils traitent leurs données personnelles. Alors, ces recommandations, elles constituent un point d'étape, en fait, dans les travaux de la CNIL. Nous poursuivons la concertation, notamment pour élaborer des outils techniquement opérationnels, des conseils pratiques et des ressources pédagogiques. J'y reviendrai brièvement. Donc, un des sujets d'attention particulier qui a été très bien illustré par des cas concrets par Claire Hédon, c'est celui de la protection de l'e-réputation des mineurs, la réputation en ligne, c'est-à-dire leur propre image. Elle est entretenue par tout ce qui peut les concerner et qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes de partage de vidéos, directement par eux, mais par d'autres également. Et c'est un sujet fondamental parce que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux permettent ultérieurement à un employeur, à un recruteur, à un client, à un proche d'accéder à des informations sur eux, sur nous, qu'elles soient de nature professionnelle ou personnelle.
Parce qu'ils sont peut-être les plus concernés par cette réputation en ligne, les mineurs doivent mieux connaître les possibilités d'effacement des données d'une base ou d'un réseau social, ainsi que le déréférencement sur un moteur de recherche. En effet, le RGPD consacre un droit qui est très important, c'est le droit à l'oubli, qui prend deux formes en fait. Ce droit au déréférencement, qui permet à un individu de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche associés à un nom et à un prénom. Et le déréférencement ne signifie pas l'effacement de l'information sur le site internet, elle reste toujours disponible. Et puis il y a un deuxième droit dans cette composante du droit à l'oubli, c'est le droit à l'effacement, qui permet de demander, là il ne s'agit pas d'un moteur de recherche, mais à l'éditeur d'un site web, d'effacer ces données à caractère personnel lorsqu'il n'existe plus de raison légitime pour les conserver. Et l'exercice de ces droits numériques, elle est facilité pour les mineurs, mais le nombre de plaintes qu'on reçoit à la CNIL traduit en tout cas sur ce sujet, alors qu'on reçoit 14 000 plaintes chaque année, une connaissance insuffisante de ces dispositifs. Donc je suis heureuse de saisir cette opportunité pour en parler. Je crois qu'il faut aussi, de façon très pratico-pratique, encourager les mineurs à adopter des bons réflexes et leur dire d'abord, réfléchissez avant de publier, car sur Internet, tout le monde peut voir ce que vous mettez en ligne, informations, photos, opinions. Ensuite, utilisez un pseudonyme. Seuls vos amis et votre famille sauront qu'il s'agit de vous. Faites aussi le ménage dans vos historiques. Effacez régulièrement vos historiques de navigation et pensez à utiliser la navigation privée si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas le vôtre. Limitez vos publications au strict nécessaire sur les réseaux sociaux et pensez à effacer régulièrement vos actions passées, tweets, commentaires, avis, likes. Réglez les paramètres de confidentialité de votre compte afin de réduire le nombre de personnes susceptibles de consulter votre profil et d'éviter que celui-ci ne soit référencé par les moteurs de recherche. Et bien évidemment, ne publiez pas de photos intimes ou d'informations sensibles. Enfin, je dis ça pour les mineurs, mais en fait, je crois que si on faisait déjà, nous tous, tout ça, je pense qu'on s'en porterait bien mieux, en tout cas en ce qui concerne la protection de notre vie privée. Alors, je ne vais pas être longue sur les partenariats que la CNIL a noués dans le domaine de l'éducation au numérique avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel il y a une convention de partenariat depuis 2016 qui a été renouvelée en 2021 avec Radio France, qui diffuse un certain nombre de contenus qu'on alimente sur le sujet. Et en 2022, en tout cas, on a décidé de consacrer une partie de notre budget à la production de nouvelles ressources pédagogiques pour les 8-10 ans. C'est un âge qui, à titre personnel, me paraît très intéressant parce que entre 8 et 10 ans, on est encore, on croit encore à la parole de l'adulte, on est assez réceptif. Et en même temps, on est suffisamment quand même agile intellectuellement pour en tirer des meilleures conséquences. Et donc, des ressources pour les enfants, mais pas seulement, aussi pour les prescripteurs, les parents, les enseignants, les éducateurs, en s'appuyant sur un grand groupe de presse spécialisé. Donc, au-delà du kit qu'on a déjà eu le plaisir de faire en collaboration avec la Défenseure du droit et d'autres autorités administratives indépendantes qui ont été citées, l'ADOPI à l'époque et le CSA à l'époque, nous diffuserons effectivement à grande échelle cet autre kit pédagogique centré sur la protection de la vie privée au travers d'une variété d'outils, de vidéos, de jeux et de plaquettes. Enfin, on a vraiment décidé cette année aussi de faire un focus très spécifique sur les EdTech. Donc là, ce n'est pas l'éducation numérique, mais c'est plutôt le numérique dans les outils éducatifs, en quelque sorte, qui sera le sujet de notre bac à sable 2022. Ce n'est pas un bac à sable réglementaire qui permet de s'affranchir de la réglementation, mais c'est un projet qui nous permet de faire de l'accompagnement renforcé pendant plusieurs mois pour des projets innovants, pour qu'ils soient, comme on dit dans le jargon, privacy by design. Et après nous être occupés de la santé numérique l'année dernière, cette année, c'est un bac à sable qui est consacré précisément au ZTech. Et en conclusion, comme vous pouvez le constater par de nombreux aspects, les sujets que vous allez traiter au cours de ces 2 jours vont être au cœur des préoccupations de la CNIL, tout comme ils sont au cœur du projet Ado Privacy, et qui implique une éducation au droit de la protection des données personnelles et surtout le développement d'une culture commune pour construire une citoyenneté numérique.
Je précise aussi qu'en novembre prochain, notre événement annuel éthique, dans la foulée de ce que je vous disais sur le bac à sable, sera consacré à la place de l'éducation dans la construction d'une citoyenneté numérique. Je souhaite beaucoup de succès à vos travaux et je vous remercie. Merci.